Et salut les tennis. Aujourd'hui la parole à un expert, Gaëtan. On a déjà réalisé une BD sous format humour que vous pouvez aller revoir sur mon blog, je vous mets le lien dans la description. Gaëtan n'est pas joueur de tennis et il ne connaît pas l'activité tennis. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il intervienne, justement pour avoir un œil extérieur. C'est un préparateur physique, entraîneur de basket, mais il a déjà eu en préparation physique des joueurs de tennis, notamment des joueuses. Donc quand même, il connaît un petit peu l'activité. Et surtout, j'ai toujours été très impressionné par son discours. À chaque fois que je fais des exercices, des thématiques, il est toujours là pour me conseiller, pour me donner des petits tutos, des petits trucs. Le basket est une activité très proche du tennis au niveau du bas du corps, niveau puissance, explosivité, vitesse. Donc tout ce qui est bas du corps, Gaëtan est vraiment un maître. Et voilà, j'ai toujours été impressionné par ses connaissances. Donc je lui laisse la parole. Et salut à tous, je suis avec Gaëtan. Salut Gaëtan, comment ça va? Salut Momo, ça va et toi? Bah ouais, impeccable. Bon, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Alors du coup, tu es notre expert aujourd'hui pour nous parler de la préparation physique. Alors parle-nous de ton expérience dans la préparation physique. Alors moi, la préparation physique, c'est des compétences que j'ai développées déjà durant ma formation à l'université, donc en licence STAPS. Ensuite, j'ai utilisé ces compétences dans mon métier d'entraîneur, puisque ma principale activité, c'est d'entraîner au basket. Bon, il m'est arrivé quand même d'accompagner individuellement des sportifs, beaucoup de basketteurs au niveau préparation physique, mais aussi deux joueuses de tennis. Puis globalement, après, c'était de la préparation physique pour des sportifs qui voulaient juste des coachings pour de la remise en forme, mais pas de sport en particulier. Donc la majeure partie de mon expérience, elle se situe quand même dans le basket. Donc c'est très intéressant, tu es un coach de basket, tu n'es pas un coach de tennis, et c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir aujourd'hui justement en tant que non spécialiste de l'activité, donc c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler en basket rapidement de l'activité basket? Nous au tennis, je parle au niveau amateur, on est beaucoup plus sur le côté technique que sur le côté préparation physique. Nous, la préparation physique, elle vient vraiment avec le bon niveau. Est-ce que toi, au basket, c'est la même chose? Et du coup, quel niveau tu entraînes? Est-ce que c'est des bons joueurs que tu entraînes au niveau physique ou est-ce que tu es plus sur la technique avec les jeunes joueurs? Comment ça se passe, ton expérience de basket d'entraîneur? Au niveau de mon expérience d'entraîneur dans le basket, j'ai entraîné à tous les niveaux, c'est-à-dire des jeunes pitchouns de moins de 7 ans jusqu'à des adultes, des débutants de tout âge et des experts jusqu'au niveau national, enfin championnat de France. Disons qu'avec les jeunes, il y a de la préparation physique avec tous les publics. Avec les jeunes, ça va plus être du développement moteur, parce que pour moi, il ne faut pas renfermer des jeunes sportifs dans un schéma technique d'une activité bien spécifique. Donc c'est du global. Voilà, courir, sauter, se déplacer dans toutes les directions, sauter, je l'ai déjà dit, faire marche arrière, se relever, tomber, réagir à un signal. Voilà, c'est des choses très 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 globales en termes de motricité, d'apprentissage moteur. Ensuite, avec des jeunes plus experts, là on va rentrer dans des développements un peu plus spécifiques comme la force et la vitesse, le gainage spécifique, et puis avec des adultes, là c'est carrément des adultes experts, c'est carrément individualisé en fonction du profil et du poste de jeu. Du coup, j'ai l'impression que contrairement au tennis, la préparation physique, elle est clairement intégrée dans cette activité. À chaque fois que je te vois coacher, j'ai l'impression de voir une séance de préparation physique, tellement que c'est au cœur du processus, j'ai l'impression. Oui, après on n'est pas tous comme ça dans le basket, mais je pense que c'est important de faire le lien, tout simplement parce que pour acquérir un bon geste technique, il faut une base physique ou plus précisément motrice. Donc pour moi, on ne peut pas dissocier les deux. Tout est emboîté, quoi. Yes. Alors du coup, tu as parlé des joueuses que tu as eues en tennis. Alors du coup, quelle expérience tu as eue avec elles? Comment tu as réussi à les coacher alors que tu es basketteur, alors que ce sont des joueuses de tennis? Effectivement, deux joueuses, mais c'est surtout avec une que j'ai beaucoup travaillé. La deuxième étant une amie à elle, et elle est venue se greffer parce que elle a eu des retours positifs. La première étape, ça a été vraiment de découvrir l'activité, d'apprendre à la connaître. Parce que
difficile de partir sur une séance. Rien que la préparation de la première séance, bon, j'avais une idée, je voulais faire des évaluations, et c'est très compliqué pour moi parce que je me rendais compte que j'étais pas expert de l'activité. Donc la première démarche, ça a été d'essayer de comprendre un peu ce jeu, même si tout le monde connaît le tennis, tout le monde a déjà vu des matchs. Et puis après, j'ai beaucoup échangé aussi avec l'entraîneur ou les entraîneurs, puisqu'il y a eu un changement d'entraîneur en cours, qui d'ailleurs avait des approches totalement différentes. L'un qui, on n'a pas trop échangé avec le premier, mais il considérait, il donnait une place à la préparation physique. Le deuxième, pour lui, c'était pas du tout le premier. C'était surtout la notion de placement, relâchement. Ça a un nom d'ailleurs, je sais plus comment il appelle, la méthode Lafay, je me trompe? Ouais. C'est ça? Tout à fait. Je crois que c'était un adepte de cette méthode. Donc il y a eu beaucoup d'échanges quand même avec cet entraîneur-là pour que j'essaye d'être pertinent dans mon approche. Et puis après, je dirais, on s'est lancé et puis on a travaillé. Moi, j'ai beaucoup travaillé surtout sur les appuis et tout ce qui est jeu pour développer un gainage le plus spécifique possible à l'activité tennis. Voilà, et puis après, disons que j'ai affiné mon expertise par rapport au tennis au fur et à mesure du suivi, même si aujourd'hui, voilà, je me considère encore comme un novice par rapport à la spécificité tennis. Alors du coup, fort de cette expérience que tu as eu au tennis, comment tu vois l'activité tennis, l'analyse de l'activité, comment tu vois, quels sont les grands principes de cette activité au niveau physique? Alors, au niveau physique, déjà on va partir de la logique c'est un jeu. Le but du jeu, c'est de gagner la partie, donc de gagner les jeux, les sets et puis le match. Donc pour marquer le point, il faut déséquilibrer l'adversaire et réussir à mettre la balle hors de portée de l'adversaire, en tout cas créer un déséquilibre pour qu'il puisse pouvoir l'attaquer ou le prendre à contre-pied, enfin voilà. À partir de là, pour moi, une qualité importante à travailler, c'est au niveau perceptivo-moteur. C'est-à-dire qu'il y a toute une notion de perception et d'analyse de la situation. C'est-à-dire que notre adversaire, il se déplace, il va avoir une gestuelle pour frapper la balle, donc il va falloir analyser la trajectoire de la balle, et par rapport à ça, il va falloir qu'on ait un placement, un déplacement et même des ajustements de placement par rapport à la balle pour pouvoir organiser au mieux le coup. Un coup qui, pour moi, un coup efficace, c'est un coup où on est dans une posture bien stable, bien ancrée, et on va pouvoir dérouler une frappe, bien que voilà, plus le niveau monte et plus des fois on va être amené à être sur des coups que moi j'appelle des coups d'urgence, où on n'a pas forcément eu le temps de s'ajuster par rapport à la balle, mais il va falloir se débrouiller pour renvoyer une balle, et puis une balle suffisamment, pas forcément forte, mais en tout cas une balle qui va permettre de maintenir le déséquilibre chez l'adversaire et pas le mettre en situation de force par rapport à nous. Du coup, donc la qualité numéro 1, c'est cette qualité perceptivo-motrice, prise d'information, analyse de la trajectoire, et ensuite ça va être tout le travail, j'ai envie de parler de pilotage des appuis pour se situer avec un maximum d'avance sur la balle et pour pouvoir frapper la balle de la meilleure des façons. Ensuite, il y a une phase j'allais dire, de stabilisation, c'est-à-dire que c'est important qu'il y ait du gainage sur tout le corps, pas que au niveau abdominal, mais aussi au niveau des membres inférieurs. Donc bien s'ancrer dans le sol pour avoir un maximum d'impact au moment de la frappe. Voilà, donc du gainage, de la force stabilisatrice, mais après par rapport aussi aux frappes que j'appelle moi d'urgence, c'est-à-dire on est en train de glisser parce que on est un peu en retard sur la balle, il va y avoir toutes ces phases excentriques que le joueur va devoir gérer. Il va y avoir la souplesse, puisque des fois on le voit, il faut aller chercher des grands écarts pour atteindre la balle. Mais pour moi, les principales qualités, c'est perceptivo-moteur, pilotage des appuis et puis gainage. Voilà. Alors, est-ce que tu peux parler d'une hiérarchisation ou est-ce qu'elles s'englobent toutes
comment tu vois l'organisation? Est-ce qu'il y a des priorités? Est-ce qu'il y a des ordres? Comment tu vois la hiérarchisation des qualités physiques du joueur de tennis? Quand on est en train de jouer, il n'y a pas d'ordre. Tout est l'un dans l'autre. Voilà, c'est un tout. Par contre, en fonction du niveau du sportif, de son expérience, de son âge, du niveau technique, il va falloir à un moment donné, selon moi, passer par une compartimentation des qualités et les travailler sous forme de routine. C'est-à-dire que le gainage, bien sûr que ça fait partie du tout, mais il va falloir le travailler de manière isolée et variée. Pas forcément la planche, hein. Le gainage c'est pas que ça. Pareil pour le pilotage des appuis, parce que ce qui est important aussi dans cette idée de travailler de manière isolée, c'est qu'on peut aussi ouvrir le champ des possibles, et parce qu'on aura au niveau moteur élargi le panel de solutions possibles, le joueur va pouvoir aussi faire preuve de créativité dans le jeu, c'est-à-dire que il n'y a pas une modalité de déplacement type qu'il faut utiliser dans tel type de situation. Des fois, le joueur, suivant ses préférences motrices, il va aussi, nous, on va préférer frapper la balle d'une certaine manière et lui d'une autre. Par exemple, pour le revers, il y a des joueurs qui seraient plus à l'aise à une main, d'autres à deux mains. Voilà, tout simplement. Yes. Donc, c'est important de travailler de manière isolée pour élargir un petit peu le champ des possibles au niveau moteur. Alors du coup, tu as parlé de perceptivo-moteur. Alors du coup, comment tu le définis un peu plus? Enfin, vas-y, parle-en nous un peu plus. Disons que c'est donc le système de perception. Je perçois la trajectoire de la balle, je perçois le déplacement, placement, la gestuelle de mon adversaire. Il y a après une étape d'analyse par le système nerveux central, et ensuite il y a une réponse à donner. C'est une qualité qu'on va travailler, mais pour moi, en fait, c'est des étapes, c'est-à-dire que je vais travailler par exemple mon pilotage des appuis, mon travail de pied, mes déplacements, et pour faire évoluer le travail, là on va y rajouter une composante de lecture de trajectoire de balle, de lecture de frappe, mais disons que comment expliquer, c'est quand même assez particulier comme notion. Du coup, on parle beaucoup de travail de pied au tennis. Comment tu travailles ce pied? Comment toi tu le vois en fait, ce travail de pied? C'est quoi? C'est la capacité juste du pied à être en ressort? C'est la capacité justement à se coordonner avec le placement, avec la lecture de trajectoire de balle? C'est quoi pour se coordonner par rapport à la trajectoire de la balle. Après, oui, il y a ce que vous appelez... alors, je sais plus, parce que nous aussi, on a des termes similaires dans le basket, mais c'est un sursaut d'allègement. Ouais, la reprise d'appui, le saut d'allègement. Reprise d'appui, voilà. Ça, ok, parce que ça met les muscles en tension, ça prépare à agir. Donc, il peut y avoir... Ça peut être intégré, en fait, dans le travail de déplacement. On peut faire, je sais pas moi, par exemple... des déplacements latéraux, en fréquence, et puis avant chaque changement de direction, on peut faire un saut d'allègement. C'est une idée parmi mille autres. Mais le travail de pied, c'est pour ça que je parlais de pilotage, c'est parce qu'il faut s'ajuster par rapport à la balle. Donc c'est de la fréquence pour toujours pareil s'ajuster, mais c'est aussi du travail de pied, de déplacement, dans le sens le joueur de tennis, il va être amené lui aussi à se déplacer dans toutes les directions. Parfois il va devoir aller chercher la balle en arrière, il doit parfois avancer pour aller chercher la balle, ou se déplacer latéralement, ou de manière oblique. Enfin voilà, comment j'organise mes appuis pour frapper la balle après un déplacement avant, après un déplacement arrière, après un déplacement latéral. Donc c'est vraiment ça. Et bon, les échelles, c'est un excellent outil pour travailler ça. Mais après, il y a tout ce qu'on appelle, les Américains, ils appellent ça des agility drills. C'est tout simplement, on met une ligne et puis on saute avec ses deux pieds de part et d'autre de la ligne le plus vite possible, latéralement, avant-arrière. On fait la même chose, mais sur un pied.
on peut le faire en ciseaux. Voilà, tout ça, ça va venir aussi, c'est une forme de pliométrie qui va notamment augmenter la raideur des tendons. Raideur, là, ça veut pas dire, c'est pas l'inverse de la souplesse, mais du coup, ça va améliorer l'explosivité, la réactivité du pied. Donc, c'est aussi des exercices qui sont importants. Il y a aussi, c'est toute une chaîne pour le déplacement, donc c'est pas que le pied, mais il y a aussi tout ce qui va être phase de freinage. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure d'aller chercher une balle en glissade avec limite un grand écart, là, il faut qu'il y ait une force, il faut être capable de renvoyer la force pour après revenir se placer. Donc il y a toute la composante excentrique, force excentrique à travailler, donc ça peut être de faire sur une seule jambe un grand bond vers l'avant. Je pars au pied droit et je fais un grand bond vers l'avant, pied droit, et là j'amortis la réception. Donc là, on développe cette force excentrique qui va être nécessaire dans certaines situations. De toute façon, les trois types les quatre régimes de contraction sont à travailler dans les déplacements tennis. Je parle du excentrique, concentrique, isométrique, parce que des fois on peut attendre juste que la balle descende à hauteur, donc il y a un temps d'isométrique, et puis pliométrique quand on est dans l'urgence, qu'il y a changement de direction, des choses comme ça. Voilà, donc travail de pied, ça enveloppe C'est super intéressant, hein, parce que quand on résume de manière grossière l'analyse tennis, c'est pas compliqué, hein. Il faut se déplacer, frapper la balle. Donc il faut avoir tous les travails de pied dont tu as parlé et la capacité à contrôler, à être précis, à être puissant avec le haut du corps. Donc il n'y a que deux éléments à travailler, et ça c'est monstrueux, hein, si on travaille ça, c'est incroyable. Exactement, et d'ailleurs, et ça rentre dans un contexte alors de perception-action, mais aussi vont venir après se greffer les qualités physiques pas complémentaires, mais qui vont de pair avec tout ça, c'est notamment la souplesse, par exemple. Dans frapper la balle, il va y avoir des notions, dans se déplacer ou se replacer, il va y avoir des notions de souplesse qui vont entrer en ligne de compte. Voilà. Donc le reste des qualités physiques va venir se greffer, mais je pense, en tout cas de mon point de vue, qu'on peut résumer le tennis à ces deux notions-là, de se déplacer ou se replacer et frapper. Yes. Tu as parlé de faire la préparation physique selon l'âge, selon la personne. Donc très bien, mais moi je me pose toujours une question, je ne sais pas trop répondre. Une personne qui, on va dire, à son niveau, comment tu fais pour choisir entre je travaille ses points faibles ou je vais renforcer ses points forts? On sait que l'idéal c'est de travailler les deux, il faut combler les points faibles et renforcer les points forts. Mais si jamais on devait mettre une priorité, comment tu fais toi? Est-ce que tu pars sur les points forts pour donner confiance aux joueurs, avoir un niveau optimal maximum, ou tu vas renforcer ses points faibles justement pour qu'il en ait pas et augmenter sa performance? Comment tu te situes par rapport à ça? Comment tu choisis? Le choix se fait par rapport à la performance, c'est-à-dire de quoi est-ce que le joueur a besoin pour être performant? Est-ce que ses points faibles sont un facteur limitant à l'expression de sa performance, ou est-ce que ses points faibles sont totalement anecdotiques par rapport à l'expression de sa performance? Et dans ce cas-là, on va travailler ses points forts, les renforcer, mettre en place des stratégies par rapport à l'adversaire. Maintenant, si effectivement le point faible s'avère être un facteur limitant, eh bien, je commencerai par travailler ce point faible-là. Ok, super. Petite question un peu technique que je me pose toujours. Au niveau de la planification du joueur de haut niveau, comment tu fais pour planifier des séances? Parce que moi, je vois dans un cadre théorique avec marqué 60% de la charge maximale, 80%, 100%. Comment tu fais pour planifier au niveau de la semaine le volume d'entraînement? Et puis aussi, qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Est-ce que tu vas faire 3 séances identiques? Est-ce que tu vas en mettre une seule? Comment tu gères ta planification, que ce soit une semaine, mais ça peut être sur l'année aussi, hein, sur les mésocycles et compagnie? Je pense que ta question un peu technique ne va pas trouver réponse satisfaisante. Ça dépend tellement de choses que j'ai pas de règles prédéfinies à l'avance. On prend le sportif, on échange sur ses attentes, ses objectifs, ses échéances en termes de compétition. Et puis il y a aussi ce que le sportif est capable de donner. Enfin, disons que c'est une sauce
je peux pas répondre vraiment à la question. On s'adapte à l'individu et au moment et au contexte et après, évidemment que il y a quand même des grandes règles à respecter, comme par exemple à l'approche d'une compétition, on ne va pas le charger d'entraînement, on va travailler uniquement en qualité, donc des rappels techniques, des rappels de force, des rappels de vitesse, mais voilà, à l'approche de la compétition, on est vraiment sur du qualitatif pur. Et après, loin de la compétition, tout va dépendre. Est-ce qu'il y a un gros changement technique qu'il faut faire, ou est-ce que physiquement il y a une vraie lacune et il faut mettre le paquet là-dessus. Enfin, voilà. Par contre, loin de la compétition, c'est là qu'on va pouvoir charger à fond l'entraînement. Yes. Alors une fois, je t'ai suivi dans un match de basket et alors c'est peut-être mon souvenir qui est erroné, hein, c'est possible tellement que j'ai été impressionné. J'ai eu l'impression que vous vous êtes échauffé pendant 1 heure avant le match officiel. Vous êtes venu sur le terrain, vous avez fait des allers-retours, vous avez fait des paniers, après vous avez fait des situations de jeu, et avant le match réel, j'avais l'impression que vous aviez passé au moins 1 heure sur le terrain. Nous, au tennis, alors certes, les joueurs de haut niveau, ils s'échauffent, hein, ils s'échauffent pendant super longtemps, ça c'est évident. Mais niveau amateur, jusqu'à un bon niveau, on tape 10 minutes, 15 minutes avant, et puis c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'échauffement concret et long. Comment tu vois l'échauffement du joueur de tennis optimal? Alors l'échauffement optimal, il va encore une fois être très spécifique. Tu vois, par exemple, dans le basket, qui est un sport collectif, pendant des années, on faisait tous le même échauffement. Et finalement, j'ai opté pour une autre méthode qui consistait à adapter l'échauffement aux joueurs. Et donc, bon, c'est vrai qu'on arrive tôt, mais par contre, je me souviens, il y a 2 ans, pour moi, c'est le meilleur échauffement qu'on avait. L'équipe, on regardait de l'extérieur, ça donnait une impression de désordre, parce que ça était dans tous les sens. Par contre, dans ce désordre-là, il y avait une véritable organisation où chaque joueuse avait sa routine personnelle. On s'organisait par rapport aussi au panier. Bon, bref. Donc pour moi, l'échauffement optimal, c'est propre à chacun. Je me souviens, avec tout début d'entraîneur, j'étais hyper exigeant justement sur cette phase d'échauffement, et je me souviens d'une joueuse, elle était toujours dans la tribune en train de rigoler avec les gens, de discuter, et pour moi c'était un manque de sérieux, et donc je la reprenais tout le temps en me disant non, tu t'échauffes, jusqu'au jour où j'ai compris en fait que certains joueurs vont avoir besoin, donc là je reviens au tennis, vont avoir besoin de prendre du temps, et d'autres, pour certains, ça va être anxiogène, ce temps d'attente et d'échauffement. D'autres, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin de se détendre, de discuter, voilà, donc déjà, il faut bien connaître son sportif et lui proposer ce qu'il y a de plus pertinent pour lui, parce que des fois, eux, ils savent pas exactement ce qu'il y a de mieux pour eux. Donc c'est un échange, et l'échauffement optimal, il est là. Et après, ce qu'on y met dedans, c'est pareil, ça va être par rapport aux besoins du sportif, quels sont ses besoins pour bien rentrer dans le match. Et je pense que en ce qui concerne les sportifs amateurs, quel que soit leur âge, si vraiment ils attachent une importance, ils accordent une importance à gagner le match, et il y en a beaucoup de sportifs amateurs qui se disent je joue pas trop pour le résultat, mais quand même ils aiment pas perdre. Je pense que la première chose que j'ai envie de leur conseiller de faire, c'est voyez comment vous vous sentez. Tiens, tel jour vous êtes rentré dans la partie, dans l'échauffement comme ça, et puis le match a débuté de telle manière pour vous. Quelles leçons vous en tirez, sachant qu'il n'y aura pas de vérité à l'arrivée. Donc peut-être qu'un jour, parce qu'il fait froid, on va s'échauffer dedans et faire des petits jeux à l'intérieur dans une salle où il fait bon pour arriver sur le court et être en forme. Et en été, ça sera totalement différent. Donc c'est vraiment une adaptation de tous les instants. Le but, c'est de connaître ses besoins pour rentrer au mieux dans le match. Et au tennis, il y a une dimension, je pense aussi, psychologique qui est d'autant plus importante. Donc il faut, encore une fois, c'est un tout. Il faut que techniquement on soit prêt on est pour moi taper des balles et en coup droit, en revers, en volley, jouer avec des amortis au service, pour aussi connaître sa forme du jour, parce que je sais pas si dans le tennis c'est comme ça, mais au basket moi je parle du shoot du jour. Des fois il y a une tendance qui se dégage, tiens, aujourd'hui je tire et j'ai beau être dans mes sensations, je m'aperçois que le ballon part toujours légèrement vers la droite.
Donc il y a un réajustement des sensations à opérer, ça peut être peut-être le cas en tennis. Après, il y a une préparation physique, il faut que musculairement on soit prêt à réagir aux signaux, à se déplacer vite, à frapper. Donc il y a aussi là des choses à faire. Et après, mentalement, probablement aussi qu'il y a un état psychologique ou mental dans lequel il faut se mettre pour pouvoir commencer au mieux le match. Donc voilà, c'est des réponses qui ne donnent pas de réponse précise, mais qui n'apportent pas d'éléments réels et concrets. Mais voilà, après, c'est une adaptation de tous les instants. Et après, c'est quand on connaît bien son sportif et ses besoins que là, on peut aller puiser dans nos outils de professionnels, nos outils pour préparer physiquement, préparer mentalement, préparer techniquement. Et là, on va faire notre sauce. Et c'est ça qui est beau dans notre métier. Jamais pareil. Donc plutôt se tester pour se connaître en fait, plutôt que de suivre un protocole précis. Et puis s'adapter aux conditions du jour, à la personne. Ouais, et puis mais on peut tester des protocoles. Je pense même que pour un sportif amateur qui n'a pas forcément de connaissances affinées dans le sport, au contraire, je pense que ça peut être intéressant de chercher des protocoles, de les expérimenter à l'entraînement. Voilà. Là, ça peut être un protocole d'échauffement avant l'entraînement pour voir un peu ce que ça donne, tester pendant plusieurs semaines, 3 semaines, et voir ce que ça donne, et puis se dire, bah, tiens, dans ce protocole, ça je garde parce que ça a eu du sens pour moi, un effet positif, ça je le jette, et puis on vient y greffer un nouveau protocole, et puis voilà, et on ajuste, sachant que comme on est vivant, ça va changer et tout. Puis nous, les joueurs de tennis, ça va, on est constant, on a toujours la même performance tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc ça va. Ouais, je crois pas. Non, en vrai, c'est la catastrophe. Et c'est le problème, justement, c'est tout le monde se base sur sa performance en disant, voilà, ma performance, elle est là, et personne s'adapte. Un jour, je joue mieux, un jour, je joue moins bien, souvent moins bien quand même, et personne n'arrive à se dire, mince, aujourd'hui, je joue moins bien, il faut que je m'adapte. Et non, aujourd'hui, c'est différent, les conditions sont différentes. Un jour, on est en forme, un jour, on n'est pas en forme. C'est une variabilité incroyable. Et c'est très, très difficile de s'adapter, donc c'est une super réponse. Ouais. Yes. D'autant plus que c'est difficile de comparer un match à un autre. Donc, ok, aujourd'hui, le jour J, ma performance a été cette performance P, mais en aucun cas ça me met une étiquette sur la tête comme quoi je suis le joueur du niveau de la performance que j'ai réalisée. Au même titre que quand on passe un mauvais match, on ne peut pas se définir. Notre performance ne nous définit pas, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Voilà, en somme, ce que je veux dire. Donc j'ai fait un très mauvais match, ça ne fait pas de moi un mauvais joueur. J'ai fait un excellent match, ça ne fait pas de moi un excellent joueur. C'est à chaque fois il faut relancer les dés. Et ensuite, disons que la meilleure chose, c'est d'avoir une stratégie. Voilà. Parce qu'au moins on arrive, et puis après il y aura un support pour analyser la performance. S'il arrive sans stratégie, c'est sûr qu'après c'est facile de partir dans tous les sens, de douter de soi-même parce que j'avais pas de stratégie. Donc yes. Je dis que je suis nul parce que je compare au match d'avant, mais j'oublie plein de paramètres. Alors que si j'arrive à une stratégie, je pourrais tirer des leçons, et aussi je pense qu'il faut savoir admettre des fois que l'adversaire a été plus malin que nous et a eu une meilleure stratégie. D'ailleurs, ça viendra enrichir notre expérience et ça nous servira probablement un jour. Mais bon, on s'éloigne un peu de la prépa physique. Non, ça va. Alors, une dernière question. Je sais que tu es allé aux États-Unis, du coup, pour continuer à te former en tant qu'entraîneur de basket. Donc, je sais que tu as appris plein de choses au niveau de leur culture qui est différente. Qu'est-ce que tu penses de leur culture vis-à-vis de la préparation physique? Qu'est-ce que tu as appris d'eux? Qu'est-ce qui est mieux en France? Qu'est-ce qui est mieux chez eux? Bref, quelles sont tes expériences? Ce qui est mieux chez eux, c'est que les sportifs sont autonomes et qu'ils savent ce qu'ils veulent, donc c'est des gros travailleurs. Après, ça ne veut pas dire que les sportifs français sont des feignants. Il y a une réalité culturelle là-bas. Et aussi, réussir dans le sport, c'est se donner l'opportunité d'obtenir des bourses pour des grandes universités, parce que là-bas, c'est payant et ça coûte
très cher. Donc pour certains, le sport, c'est un moyen d'obtenir des bourses, c'est aussi un moyen peut-être de gagner sa vie. Donc c'est différent. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont travailleurs et qu'ils prennent les choses en main. Nous, le sport, si on est très bon au sport, à moins de percer dans le haut niveau, ça nous apportera peut-être, ça peut nous apporter, hein, mais peut-être moins que là-bas. Donc, mais en tout cas, ce qui est plaisant là-bas, c'est qu'il y a des sportifs vraiment motivés et autonomes. Ensuite, j'ai vu de tout. Il y a du pragmatisme, et j'aime beaucoup leur pragmatisme, que voilà, le athletic trainer, ils appellent ça, avec qui avait dans notre équipe et avec qui j'ai pu discuter. Ça allait jusqu'à, je sais pas si tu vois ce que c'est, les chariots qu'on pousse, qu'on tire d'ailleurs. Ouais. Il avait réussi en observant les joueurs jouer, il était tout le temps présent à l'entraînement, il regardait les joueurs jouer, il arrivait à cibler des angles préférentiels au niveau des membres inférieurs. On va pas rentrer dans les détails de la technique basket, mais il avait ciblé des angles, et quand il travaillait, il travaillait dans les angles préférentiels des joueurs. Et voilà, c'est des choses pertinentes comme ça. Je pense que nous, on a ça en France, mais qu'à très haut niveau. Là-bas, c'était pas le très haut niveau, mais c'était quand même des experts. Mais à l'inverse, j'ai vu des choses qui, moi, me paraissent absurdes. C'est l'entraîneur arrive, il y a un tableau, il y a marqué ce que les joueurs doivent faire, combien de séries, combien de répétitions, à quelle charge, et qu'on soit bodybuilder ou taillé comme moi, c'est la même charge pour tout le monde. Donc, j'ai vu des joueurs qui ouais, quand même. pas se développer couché à faire, mais les gars, ils pouvaient pas pousser le truc déjà 2 fois. Ah ouais, chaud. Les 2 par heure l'aider jusqu'à ce qu'il ait fait ses 20 répétitions. C'était un peu du n'importe quoi. Ah ouais, quand même. Dans cela, mais bon, ça, faut pas non plus. C'est un truc qui m'a choqué. Après, voilà, c'est le pragmatisme et la méthode de travail. On travaille peu de temps, mais toujours en intensité. Voilà, il y avait une demi-heure seulement de musculation par jour. Alors l'échauffement, là, en l'occurrence, il était pour moi pas du tout optimal, parce qu'en 30 minutes, c'est très difficile de bien s'échauffer et d'envoyer une séance. Mais bon, c'était tous les jours, bien ciblé, bien organisé. Donc, mis à part ce fameux tableau là où tout le monde poussait la même charge, qui m'a un peu choqué. Après, voilà, c'était travailler de manière assidue, à petite dose homéopathique, avec des objectifs différents chaque jour. Le résultat était là, puisque quand il fallait être en forme sur les matchs importants, les joueurs étaient performants et physiquement plus qu'au niveau. Donc voilà, après, pour l'expérience, c'est tout. Ok, bah ouais, super. Bon, bah on a vu pas mal de sujets quand même, super. Le temps avance, donc merci beaucoup pour ton expertise, pour tous ces, Avec plaisir. Pour tous ces précieux apports. Et ben merci beaucoup, je te dis à bientôt. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se refaire ça. Avec grand plaisir. Et ben c'était super, merci beaucoup. Salut. Merci à toi. Salut. Voilà, merci à cet expert, merci à Gaëtan. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de la préparation physique, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 formations avec 2 experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt.